Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Bonjour, Salamam, Boy, Nagadef. Vous êtes avec nous sur Ifriqiya Sport, votre rendez-vous hebdomadaire qui traite des sujets du sport africain. Ils invitent des pana-africains pour parler du sport en général et du sport africain en particulier. On essaie tout le temps de mettre en valeur des pratiques africaines, des pana-africains à travers le monde. Aujourd'hui, une personnalité africaine qui s'est installée en Europe, qui a montré ses preuves dans les terres européennes, qui partage ce qu'il a connu en Europe avec nous les Africains, avec nous Monsieur Smaïl Djellid. Bonjour Smaïl. Bonjour Walid, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On va dire nous, à Ifriqiya Sport, on se tutoie parce qu'on est dans le monde du sport et généralement dans le monde du sport, on se tutoie. Il y a ce respect, mais on se tutoie dans le monde du sport. Moi, je voulais que tu te présentes à nos auditeurs. Nous, on a des auditeurs de un peu partout, de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique du Nord, de Bamako, de Salé, de Abidjan, de toutes les villes africaines, de Nouakchott aussi, qu'on salue en passage, Monsieur Omar Ndiaye, qu'on a reçu son message, parce que c'est l'un de nos auditeurs, qu'on salue nos auditeurs de Nouakchott en Mauritanie. On aimerait bien que tu te présentes, quel est ton parcours, qui est Monsieur Smaïl Djellid, qui est devenu une référence footballistique au niveau, une référence du coaching en Suisse et en Allemagne. Merci Walid pour ton estime. Merci, j'apprécie beaucoup ce que tu as dit sur moi. Entraîneur Smaïl Djellid, je suis entraîneur professionnel, je suis coach sportif, diplômé UEFA, je suis aussi diplômé suisse olympique, expert en sport d'élite et en sport de performance, avec plus que 20 ans d'expérience dans le haut niveau. J'ai eu le privilège et l'honneur d'entraîner Young Boys, qu'actuellement ils sont dans Young Boys, l'un des grands ténors du football suisse, soit au niveau de la formation, soit au niveau de l'élite suisse. Exactement, là qui participent maintenant, ils sont dans le groupe de City. Je pense le 25 septembre, on va recevoir City à Vangdov au Stade de Suisse. J'ai eu le privilège d'être entraîneur des jeunes, des moins de 18 et des moins de 21, où j'ai formé beaucoup de joueurs internationaux. Les moins de 21, c'est une équipe quasiment professionnelle ou semi-professionnelle. C'est des professionnels. C'est des professionnels. Voilà. Il y en a beaucoup qui, c'est un peu le réservoir de l'équipe A. C'est le réservoir de l'équipe A. J'ai formé, j'aime pas parler de moi, nous avons formé parce que c'est ouais, je sais, mais là on est sur une radio panafricaine, on essaie de mettre en valeur le potentiel africain en Europe et à travers le monde, ça c'est important. J'ai formé beaucoup de joueurs qui ont joué pour l'équipe nationale suisse, des joueurs qui sont passés par moi, comme Denis Zakaria, comme Alioski, qui actuellement il joue avec Mahrez en Arabie Saoudite, que c'est un joueur que j'ai formé moi-même, que j'ai accompagné. Il a joué à Leeds United avec Bielsa. Il y a Mfogo qui actuellement il joue à Lorient. Il y a beaucoup de joueurs qui actuellement jouent en... Est-ce qu'il y en a des Africains aussi? Non, la plupart c'est des Suisses, des Européens, des Turcs, des Kosovars. On sait qu'il y a une grosse diaspora africaine en Suisse. Exactement. Denis Zakaria aussi, c'est un Africain qui a été formé par Mfogo, c'est un Camerounais qui a aussi d'origine camerounaise. Camerounais suisse qui a choisi pour jouer pour le Cameroun, pour la Suisse. Donc voilà, j'ai entraîné 7 ans à Young Boys. Voilà, je suis fier de contribuer à développer, à amener des joueurs internationaux pour l'équipe nationale suisse. Je suis membre de la fédération des entraîneurs allemands. Pourquoi moi? Parce que j'ai besoin de me développer, de m'inspirer, d'avoir ma formation continue, parce que le football change. La vérité d'aujourd'hui, elle n'est pas celle de demain. Donc c'est pour ça nous sommes contraints, je suis contraint de me former, de me frotter, de côtoyer les entraîneurs comme Nagelsmann, comme Joachim Löw, où j'ai eu l'honneur de participer avec eux, de les écouter, de poser des questions. Donc voilà, donc je suis tout le temps en formation continue.
J'ai aussi le plaisir d'entraîner le FC Fribourg. Quand on dit FC Fribourg, c'est pas le Fribourg allemand. C'est pas le Fribourg allemand, c'est le Fribourg suisse. Voilà, c'est un club club qui a quand même un club qui a quand même de l'histoire. Et j'ai fini par entraîner dans le championnat algérien, l'USM Harrach. Ouais, on sait que tu as eu un passage en Afrique à travers l'Algérie. Exactement. On espère te voir aussi dans d'autres. Ça reste quand même une expérience positive. Ça m'a permis aussi de développer, de connaître une autre mentalité. C'est une autre mentalité de venir voir l'entourage, la mentalité des footballeurs algériens. J'ai eu aussi la chance d'entraîner des footballeurs africains, des Togolais, des Burkinabés, etc. Où franchement la mentalité de footballeur africain m'a beaucoup plu, et on sent que ces footballeurs africains ont besoin de nous, de notre rigueur, de notre culture notre culture de la gagne. On essaie vraiment, on sent qu'ils ont besoin de nous pour qu'on puisse les encadrer et les amener à jouer de leur haut niveau. Voilà, en grosso modo, qui je suis. J'ai fait quelques travaux sur la formation au jeu. Actuellement, je suis en train de donner des formations sur l'intelligence collective. On va parler de ça en détail par rapport à l'intelligence collective à travers notre émission. Moi, il y a une question qui se pose tout le temps dans ma tête. On sait que l'un des sorciers blancs, l'un des entraîneurs qui ont marqué la Côte d'Ivoire, c'est Michel de Castel. Okay. Comment on explique qu'un entraîneur suisse peut réussir en Afrique, et quelle est cette approche du football suisse par rapport au football africain selon vous, qui a connu, on va dire, les deux continents, ou la Suisse et l'Afrique aussi? Exact. Michel de Castel, c'est quand même un bon entraîneur. La richesse de la Suisse, c'est qu'au niveau de la formation des entraîneurs, on est l'une des meilleures formations en Europe, voire au monde. L'une, je vais pas dire la meilleure, l'une. Bien sûr. La Suisse s'inspire de toutes les nations, s'inspire des Français parce qu'on est plus l'école italienne, l'école française, l'école allemande. Est-ce que on s'inspire de tout, c'est un mélange. C'est par rapport au canton ou par rapport, on va dire, ou c'est un mélange de toute la formation? Non. Alors nous, on est voisins avec la France, on est voisins avec l'Italie, on est voisins avec l'Allemagne. On s'inspire de toutes les nations. Nous, les entraîneurs, quand on fait la formation UEFA Pro, l'UEFA A, etc., on nous encourage d'aller faire des stages chez les voisins, des stages d'immersion, des stages pour faire le travail de diplôme, aller une semaine pour voir ce qu'ils font nos voisins. C'est-à-dire moi j'ai fait au FC Sochaux, j'étais aussi des amis à moi qui sont allés à Bayern Munich. Donc on essaie de voir qu'est-ce qu'ils font nos voisins allemands, français, italiens. Et c'est ça ce qui est la formation suisse, et c'est l'une des meilleures formations parce que c'est une formation qui est vraiment, elle est sur mesure sur la mentalité, sur la culture suisse. C'est pour ça que moi je suis fier et privilégié d'être formé en Suisse. Là en parlant de Castel, ce qui fait que l'entraîneur suisse peut réussir en Afrique de par sa formation, de par sa rigueur et sa discipline. C'est plus la rigueur et la discipline qui font la différence, ou plus, on va dire, l'amour du travail, la bonne formation de cet entraîneur-là? Tout ça, c'est l'amour du travail, c'est un mélange. Tous ces ingrédients-là font que ces ingrédients de la réussite. Après, c'est vrai qu'il y a certains entraîneurs suisses qui n'ont pas réussi en Afrique. Et Raoul Savoie qui s'est éliminé avec la Centrafrique. Raoul, il a failli faire qualifier la Centrafrique. Non, mais Raoul Savoie, c'est une référence en Suisse. Hein. Ouais, même en Afrique, c'est une référence. C'est l'un de nos auditeurs. C'est un entraîneur qui a pas réussi en Suisse. Lui, il dit même, il a pas réussi en Suisse, mais il a réussi en Afrique. C'est une référence, Raoul Savoie. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Raoul Savoie, que c'était pas facile pour lui de s'imposer parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, des anciens internationaux, les Raphaël Vicky, l'actuel entraîneur des Young Boys, c'est plus du réseau que tu connais, Walid. Pas facile de s'imposer dans ce milieu. Dans ce milieu, si on n'a pas ce passé, mais ce circuit-là, n'appartient pas international. On n'appartient pas à ce circuit. Et Raoul Savoie, il est parti en Afrique, il est passé par l'Algérie, il a fait l'Égypte, il a fait l'Égypte, etc. Ouais. Et chapeau à lui, il s'est imposé, puis il a fait son parcours. L'équipe de la Centrafrique, sans rien, ils ont failli se qualifier. Il est devenu le spécialiste pour la CAN 2023. Exactement, il est spécialiste parce que c'est pas tous les entraîneurs qui arrivent à réussir en Afrique. Il faut avoir du caractère, il faut avoir de la patience, et la formation seule ne suffit pas, l'amour du travail ne suffit pas, et puis aussi avoir de la personnalité.
il faut avoir aussi du caractère et surtout de la patience, parce que c'est pas facile d'aller se frotter avec une culture autre que la Suisse, et on va s'imposer là-bas parce que moi je l'ai eu quand j'étais à Al-Harraj, c'est pas facile, on n'est pas ponctuel. Al-Harraj c'est un club algérien. Oui, la Al-Harraj c'est un club algérien. Il faut avoir de la patience, il faut être flexible. Voilà, il faut avoir de la flexibilité pour réussir en Afrique. Du caractère, de la flexibilité, de la patience, de l'ouverture d'esprit, et en plus de cela, de la rigueur et de la formation. Smaïl, on sait que tu as travaillé au niveau des jeunes, tu as basculé en senior. On sait que pas beaucoup d'entraîneurs, ils arrivent à être passionnés ou patients avec les jeunes pour travailler. Comment tu as choisi ce plan-là de carrière? Comment tu t'es retrouvé au niveau des jeunes? C'est un choix, c'est une obligation pour toi qui a immigré en Suisse. Quel a été le contexte? Comment t'es arrivé au Young Boys? Quel est ton enchaînement? Comment t'es arrivé à ce chemin-là? Et l'idée, elle est devenue réalisable comment pour toi? Alors, j'étais entraîneur des catégories jeunes dans les divisions inférieures, comme entraîneur amateur. T'as choisi les jeunes directement ou c'est plus par passion ou par obligation? Non, généralement, c'est un parcours. J'ai commencé par les jeunes pour pouvoir un peu évoluer, gravir les échelons. Même Zidane, il a commencé par les jeunes. Voilà, j'ai commencé avec les moins de 12, après j'ai pris les moins de 16, après j'ai pris les moins de 17 et et c'est bien de connaître toutes les catégories de jeux pour avoir une idée globale sur le métier. Et en étant amateur, j'ai fait des très très bons résultats où j'ai gagné des titres, où j'étais gagné la Coupe Suisse avec les moins de 17 ans. Et là, Young Boys m'ont approché pour intégrer la catégorie entraîneur des jeunes au niveau Young Boys, avec les Chapuisat, Stéphane Chapuisat, celui qui a joué à Dortmund. Ils m'ont sollicité. Là, je suis devenu entraîneur professionnel. C'était ma première année entraîneur professionnel en 2009, entraîneur des moins de 18 ans à Young Boys. C'est là où j'ai commencé à découvrir le monde professionnel en étant entraîneur des moins de 18 ans à Young Boys, où j'ai côtoyé beaucoup les Thomas Eberly, les Chapuisat, les Joël Magnan, les Petkovic, qui étaient à l'époque entraîneurs de l'équipe première, où j'ai commencé à grandir gentiment et je suis devenu entraîneur des moins de 21 ans, où je suis allé, on a gagné la Coupe Suisse, on a été champion en Suisse, et c'est là où je commençais vraiment à me faire un nom en Suisse, avec les Raphaël Vicky, avec les Johan Vogel, des anciens internationaux, où je me suis imposé de par ma personnalité et de par ma passion aussi et de mon amour pour le football. D'accord. Et quelle est la différence entre le football des jeunes et le football en senior? Une grande différence. C'est vraiment. Sur quel plan? Un entraîneur. Alors, il y a un formateur, il y a un entraîneur. Un formateur, il peut devenir un entraîneur, mais un entraîneur, je dirais coach pour une équipe senior, voire head coach. Équipe première, head coach, il peut pas devenir formateur. Formateur, c'est une vocation. C'est pas le même discours. C'est pas le process habituel pour devenir un grand entraîneur, parce qu'une fois j'avais écouté Zidane qui a dit celui qui est pas passionné pour travailler avec le jeune, il sera jamais passionné pour travailler avec les seniors. Tout à fait. Ce sont deux approches différentes. C'est comme être entraîneur des football féminin et entraîneur football masculin. C'est vraiment deux approches. On peut réussir en étant entraîneur de football féminin et on peut pas réussir. C'est deux approches différentes. C'est la même passion, mais quand on discute avec un jeune de 18 ans ou de 15 ans, c'est pas comme on parle avec un footballeur de 25 ans, un adulte. J'ai toujours dit, un formateur, c'est une vocation. On est là pour encadrer, accompagner, conseiller un jeune pour qu'il puisse devenir professionnel. J'ai toujours dit, un formateur, il peut devenir un entraîneur d'une équipe senior ou une équipe première. L'inverse est pas juste. Ça, selon moi. J'ai eu des entraîneurs qui ont eu des expériences avec des seniors, des équipes premières, mais ils n'ont pas réussi avec les jeunes. Il y en a qui veulent rester en jeune parce que c'est leur passion. Moi, j'ai fait les deux, c'est juste pour avoir élargi mon bagage d'entraîneur. D'accord. C'est-à-dire, je peux être entraîneur des moins de 20 ans, des moins de 21 ans, mais sans problème. D'ailleurs, c'est là où j'excelle. Comme je peux devenir
entraîneur en équipe première. C'est les deux, je peux faire les deux. Voilà. C'est ça, j'ai quand même un bagage de 20 ans d'expérience dans la formation. D'ailleurs, par l'occasion, j'ai déposé ma candidature pour être entraîneur des moins de 20 ans de l'équipe d'Algérie. D'accord. Voilà. Et je pense que je suis le candidat idéal pour être entraîneur national voilà, amener cette et sur des sélections africaines comme le Burkina aussi, on a discuté de ça. Exactement. Ouais. Voilà. J'ai été approché, j'ai dit oui, je suis intéressé pour entraîner. C'est intéressant pour un gars un panafricain qui est formé en Europe, pour montrer, on va dire, pour essayer de partager cette expérience avec des collègues, avec des entraîneurs, ou partager ça avec des joueurs. Partager avec des joueurs et accompagner aussi des joueurs et contribuer au développement du football africain. Ça, on a tout pour réussir. Étant africain, étant européen, avoir de l'expérience dans la formation européen, on a toutes les conditions, on a le know-how pour contribuer au développement du football africain et contribuer au développement du football africain qui a besoin de nous, comme j'ai dit tout à l'heure. Le football africain, c'est un chantier. C'est un chantier en cours de développement. D'accord. On a parlé on offre aussi, parce que vous êtes membre de l'association des entraîneurs allemands. Exact, ouais. Et vous partagez une philosophie ou une formation par rapport à l'intelligence dans le foot, c'est ça? Exact, voilà. Vous pouvez parler sur ça? Est-ce que vous pouvez, ça c'est libre antenne, de former, on va dire, un message envoyé aux entraîneurs africains? Voilà. Actuellement, le football moderne, le football de demain, ok? D'accord. De demain. C'est dans la tête. La neuroscience. C'est la neuroscience, exactement. C'est celui qui voit le plus vite l'action. C'est-à-dire, c'est la perception de jeu et la vitesse de lecture et l'action. Donc, le football, avant qu'il soit physique, il fait dans la tête, c'est cognitif. Donc, à travers de cette idée-là, sachant que le joueur qui voit le plus le jeu avant, je prends par exemple le meilleur joueur actuellement au niveau lecture de jeu, c'est De Bruyne. D'accord. Il voit le jeu avant les autres. Zidane, il voyait le jeu avant les autres. Oui, quelques secondes avant les autres. Voilà. Donc, il a cette qualité de scanner l'entourage, de percevoir le jeu et par la suite voir le jeu. Cela s'appelle l'entraînement cognitif et l'intelligence collective. Quand j'ai dit collectif, avant que ça soit individuel, c'est collectif. Là, on est en train de travailler sur un concept qui s'appelle la formation par le jeu. C'est-à-dire, tout se fait par le jeu, où l'on donne la liberté au joueur. C'est pas à nous de dire quelle décision on doit prendre, c'est lui-même qui doit voir le jeu, de percevoir la situation et prendre la décision librement. C'est pas à moi de lui dire de lâcher le ballon côté gauche ou va dribbler ou faire un transversal. C'est à lui de décider. C'est nous, on juge les intentions. Il a scanné le périmètre, il a vu le jeu, il a pris une décision. Donc cela, ça s'entraîne. À travers de ces idées-là, nous on met en place une façon de s'entraîner qui s'appelle la formation par le jeu. D'accord. On fait tout par le jeu. C'est de la simulation, c'est en réel, sur un terrain. Est-ce qu'on fait pas par simulation? Parce que je pense que ça sera. C'est exactement. Un sujet intéressant pour nos auditeurs, surtout les professionnels aussi. Là, on le fait virtuellement à travers les ordinateurs, mais moi actuellement où je peux amener, c'est sur le terrain, c'est-à-dire mettre en place une séance d'entraînement, des séances d'entraînement. C'est une méthode basée sur le jeu, d'accord, ou basée sur le jeu où on va diviser le terrain sur des différentes zones, où on travaille avec des couleurs, on travaille avec des lumières, où on fait des règles de jeu, ou que le joueur va s'adapter par rapport à ça. Ça va lui permettre aussi de prendre des décisions à travers ces contraintes. On le met sur une pression où il essaie vraiment de trouver des solutions sur ces terrains réduits, sur des surfaces réduites, sur des lectures de couleurs, etc. Et ça, c'est voilà, tout ça se fait avec le jeu, de début avec le jeu jusqu'au jeu final. Et à travers c'est pratique, c'est pratique sur des couleurs, la répétition dans le jeu, que le joueur il va acquérir de l'expérience à travers l'entraînement cognitif. Voilà. D'accord. Ce qu'on on peut avoir aussi avec des Kazakhs
il y a des différentes couleurs, bleu, rouge. On peut avoir des lumières rouge, bleu et rouge, avec des assiettes, différentes assiettes, des zones différentes, où le joueur, il est amené à vraiment à traiter de l'information sur différentes, des indices. C'est de la neuroscience adaptée au football. Exactement, voilà. Est-ce que on sait que dans beaucoup de pays d'Afrique, on manque de moyens par rapport au travail, au matériel pédagogique. Est-ce qu'il y a un système adapté pour former des entraîneurs africains à cette méthode de travail? Est-ce que tu penses que l'Afrique peut s'ouvrir très facilement à cette méthode de travail par rapport aux moyens qui sont pas équivalents à ce qu'on voit en Europe, par exemple? Alors, c'est vrai que ces machines où on voit en Allemagne, où le joueur rentre dans un terrain, où il va vraiment faire des passes selon les couleurs, etc., où il va... nous, on va pas là. On essaie vraiment d'essayer de faciliter. C'est juste avec on divise le terrain avec des assiettes, des différentes couleurs, avec des casaques ou des dossards, comme on dit, différentes couleurs. Là où moi je peux aller faire, je peux amener quelque chose, c'est de me déplacer, de faire des conférences, où on dit comment on travaille l'aspect cognitif, c'est quoi l'entraînement cognitif. C'est très important, c'est l'entraînement cognitif. Avant que ça soit une vitesse physique, il faut que ça soit une vitesse cognitive, la perception de jeu, la vitesse de perception. C'est là où on doit vraiment amener, parce que le footballeur africain physiquement il est fort. Techniquement, il est extrêmement fort. C'est le meilleur au monde. C'est le meilleur au monde. Ça, je valide. Je confirme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut amener? C'est la vitesse de perception. La vitesse de perception qui voit le jeu avant les autres. Et à travers des entraînements adaptés, qu'on appelle l'entraînement cognitif, comment on peut amener ça en Afrique? C'est qu'en se déplaçant, en faisant des conférences, en faisant des séminaires, pour former ces entraîneurs à cette méthode d'entraînement qui actuellement en Allemagne, on travaille qu'avec ça. Voilà, en Allemagne, on travaille qu'avec ça, qu'on fait beaucoup de jeux, des entraînements basés sur le jeu. Ça, c'est une méthode allemande ou suisse ou en Europe, on travaille qu'avec ça ou c'est une nouvelle méthode? C'est une nouvelle méthode. Actuellement, en Suisse, on fait que ça maintenant. C'est qu'on travaille la formation au jeu et par le jeu. En Allemagne, on fait que ça. Il y a plus, c'est de 4 contre 2, c'est de supériorité, infériorité, 4 contre 4, 5 contre 6, de l'échauffement jusqu'au jeu final, qu'on laisse la liberté au joueur de lui-même prendre la décision selon de ce qu'il a vu, selon de ce qu'il a scanné, selon sa perception du jeu. Ça, c'est un élément important. Est-ce qu'il y a des postes spécifiques? Est-ce que dans le foot, on travaille, il y a certains postes qui répondent plus à ce besoin-là qu'au collectif? Est-ce qu'on prend les joueurs en individuel? Est-ce qu'on travaille un collectif avec cet aspect-là? Ça travaille collectivement. D'accord. Il n'y a pas un aspect individuel ou des postes bien précis, on va dire les attaquants ils travaillent plus que les défenseurs centraux. Non, ça s'appelle des entraînements spécifiques, c'est-à-dire on prend des attaquants seuls, on prend les milieux de terrain seuls, mais l'intelligence collective, c'est comment jouer en étant dans une zone de 4 contre 6 ou une supériorité, comment amener une supériorité. On est à 55, donc il y a un joueur qui va amener une supériorité dans une zone précise. Ça se travaille avec des entraînements spécifiques. Et après, à la fin, on travaille dans le groupe, avec tout le groupe. Voilà ce que je peux dire. C'est que individuellement, c'est important, mais le plus important, c'est le collectif avant l'individuel. C'est-à-dire, pour que l'individu puisse s'exprimer dans le collectif, il faut que le collectif fonctionne pour que l'individu puisse s'exprimer. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as un message à promouvoir ou un message à lancer aux entraîneurs africains qui nous écoutent? Est-ce qu'ils ont une méthode adaptée pour travailler ça en attendant d'être formés? Quel conseil tu peux donner aux entraîneurs africains par rapport à cette méthode? Donner du plaisir. Il faut que ça soit la séance d'entraînement, faut que ça soit basé sur le plaisir. Donner la liberté aux joueurs de s'exprimer, d'être, de ne pas les guider, ne pas limiter leur liberté d'expression.
souvent les entraîneurs, l'erreur qu'ils commettent, c'est que ils veulent guider le joueur de prendre la décision à sa place. Le conseil que moi je peux donner, c'est vraiment de faire des séances basées sur le jeu et de laisser les joueurs s'exprimer et de prendre du plaisir surtout avec les jeunes. Quand j'ai dit les jeunes, c'est-à-dire les footballeurs. Ouais. Les footballeurs, voilà, leur donner. Il faut que ça soit les séances basées sur le jeu, la joie et la bonne humeur. C'est comme ça que le joueur progresse. Ça, c'est le conseil que vous donnez à nos entraîneurs africains. Exactement. Voilà. Par un panafricain. Par un panafricain. C'est bien. Je vous laisse le mot de la fin, un message à envoyer, un message à partager avec nos auditeurs. Voilà que je souhaite partager. Comment on réussit quand on est africain en Europe? Partagez-nous comment on réussit. C'est quoi les clés de la réussite? Un Africain qui va en Europe? Ouais. Voilà. Au niveau du foot? Au niveau du foot, il faut observer, et il faut s'adapter. Il faut être ouvert à la découverte, ouvert à de nouvelles expériences. Et puis voilà, c'est-à-dire en s'adaptant à la culture du pays, on peut réussir. C'est-à-dire laisser les acquis qu'on a eu dans notre pays natal et peut venir avec une ouverture d'esprit et avec la soif d'apprendre. Voilà. On remercie notre ami Smaïl Djellid. Mais le dernier mot que j'ai dit, c'est ce tu m'as donné l'occasion, l'opportunité de dire, c'est que je suis disposé, j'aimerais bien partager le know-how que j'ai appris en Europe, en l'occurrence en Suisse, l'expérience de formateur, mon expérience, mon bagage d'entraîneur, comme expert en sport d'élite, expert en sport de performance, d'aller partager avec mes collègues africains, les entraîneurs africains, d'aller faire des séances d'entraînement, faire des séminaires, comme je le fais avec la fédération des entraîneurs allemands, j'aimerais bien le faire avec mes collègues entraîneurs africains. Un appel lancé à toutes les fédérations africaines, une compétence africaine installée en Suisse, qui est ouverte à partager ses connaissances avec les terrains et les entraîneurs africains. Je vous remercie, M. Smaïl Djellid, d'être avec nous et je vous dis à très très bientôt. Vous êtes le bienvenu sur Ifriqiya FM et à nos amis auditeurs à la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Ifriqiya Sport.